À 22 h sur CNews, sur un petit sujet qui tient forcément à cœur, puisque c'est le père du statut auto-entrepreneur, qui est largement attaqué par les technocrates de Bercy. Voilà. On est en plein dans le sujet de nouvelle énergie, puisque après avoir augmenté les taxes, mais vous en parlerez éventuellement tout à l'heure s'il y a des questions, augmenter tout ce qui est charges sociales sur ce statut, maintenant c'est le seuil de TVA, qui fait que énormément d'auto-entrepreneurs qui sont... Enfin, on en connaît tous, et on en fait certainement tous travailler dans le jardin, du collage et autres. Les bénéfices qu'il y a ce statut-là, c'est inacceptable et c'est encore quelque chose, des mesures qui sont complètement déconnectées de la réalité. Bref, on va passer notre colère autrement, en étant plus positif ce soir. Je me présente. Donc, Thomas Courtois, je suis relais Yvelines. En Nouvelle Énergie, je suis ravi, Monsieur Novelli, quand je vous ai contacté via les réseaux sociaux, vous avez répondu, je pense, moins de 2 minutes pour dire « Ok, on y va ». Après, on a calé une date et je tenais, au travers de votre agenda complet, très chargé, je vous remercie d'avoir accepté ce moment, puisque Hervé Novelli vient nous voir évidemment en tant qu'ancien secrétaire d'État aux PME, aux entreprises, et va énormément œuvrer pour le monde de l'entreprise, et également en tant que coordinateur du projet Nouvelle Énergie. Je vous passerai la parole dans 5 minutes. Je sais que parmi vous, il y a des non-adhérents. Notre mission, c'est évidemment de fidéliser les adhérents et de les inciter à renouveler leurs adhésions. Et c'est aussi, j'espère que vous serez convaincus qu'on est le mouvement aujourd'hui, le parti, le seul, qui assume un libéralisme. On assume, on est des libéraux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine conjonction, les étoiles, qui fait qu'aujourd'hui, on est des gens de plus en plus fréquentables. Il y a même des gens qui cherchent à nous copier. Moi, je préfère l'original aux copies avec David Lisnard, puisque David Lisnard, ça fait juste 14 ou 15 ans qu'il assume, il prêchait seul dans le désert, donc c'est bien. Et au bout d'un moment, il commence à être copié et envié, mais c'est ce qui fait que ça donne tout son sens à notre mouvement. Au niveau de relais de Nouvelle Énergie Yvelines, donc vous avez Damien, qui est un des 15 ou 16 jeunes en France à être relais jeunes. On cherche des jeunes, donc si vous êtes dans d'autres départements, parce que la place est prise dans les Yvelines, est très bien prise par Damien, qui est un syndicat dynamique et très sympa. C'est vraiment très gratifiant d'avoir un nombre de jeunes qui nous rejoignent, parce que moi c'est le sens de mon engagement, je le fais pour mes fils. Je ne me résous pas à leur laisser un pied dans cet état. Je n'ai pas envie qu'ils rejoignent la longue corde des talents pas, mais en tout cas des jeunes qui ont une tête bien constituée, comme moi, sont des gens courtois, sans mauvais jeu de mots, et qui ont envie de bosser, qui ont envie de s'épanouir dans un pays qu'ils adorent. J'ai pas qu'ils aillent faire leurs expériences à l'étranger, mais surtout qu'ils aient envie de revenir après avoir vu que la France est un beau pays. Au niveau des Yvelines, ça se passe bien, comme pour le mouvement en général, puisque quand on a commencé il y a 2 ans et demi, on avait 70 adhérents sur les Yvelines, on en est à plus de 350 sur l'année 2024, donc x5 en 2 ans et demi. C'est pas parce que je suis exceptionnel avec une équipe exceptionnelle, j'aurais pu présenter Lionel qui est au fond, qui est à la caméra, qui fait partie de l'équipe. Il y a une vraie dynamique sur les Yvelines, mais une vraie dynamique au niveau national. On a dépassé le seuil des 11 000 adhérents l'année dernière. Et l'adhésion, c'est c'est hyper important pour nous, puisque en politique, la loi du nombre est très importante pour pouvoir donner le maximum de poids à David Lisnard quand il est dans des réunions LR ou autres. Et aussi pour avoir des moyens. Aujourd'hui, on a un siège social rue des entrepreneurs à Paris. On a un permanent avec Romain Marcilly, qui est le directeur général de Nouvelle Énergie. Vient de nous rejoindre Quentin Auster en tant que directeur adjoint. Et on a une permanente avec Carla. Donc tout ça, c'est des moyens. Et pour assumer et atteindre nos objectifs et nos ambitions, on a besoin de moyens. Donc un maximum d'adhérents. Si vous n'avez pas encore renouvelé vos adhésions, faites-le. Ce sera bien utilisé. Vous voyez qu'on passe des caps successifs au niveau de Nouvelle Énergie. Pour ceux qui étaient au vœu, il n'y a même pas 10 jours, aussi à Borman, c'était réjouissant de voir que c'était plein, il y avait plus de 1000 personnes. Donc on voit qu'on passe vraiment des étapes successives. Et tout ça en essayant de... Parce que les ministères nous met des objectifs très élevés, on a de vraies ambitions et on va vite. Voilà. On ne va jamais assez vite, mais en tout cas on voit que la mayonnaise est en train de prendre et moi je suis très confiant pour les vivre sur le terrain.
Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. L'idée ce soir, c'est d'échanger sur le projet, puisque vous êtes coordinateur du projet pour Nouvelle Énergie, et peut-être en 3 temps, c'est comment ça fonctionne, comment on élabore un projet, quelles sont peut-être les 2-3 mesures, parmi toutes celles qui sont en gestation, qui vous paraissent importantes, sachant que vous êtes plutôt des cadres, des chefs d'entreprise, ou des gens qui peuvent être sensibles, et puis peut-être justement mettre la focale sur le monde de l'entreprise. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis dirigeant d'un groupe automobile familial, donc tout ce qui concerne l'entreprise me passionne. Et merci, Monsieur Novelli. C'est pas par forfanterie, mais merci pour tout ce que vous avez fait pour le monde de l'entreprise quand vous étiez aux manettes. Voilà. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci encore. Bien, bonjour, bonsoir plus exactement à toutes et à tous. Merci de cette présentation de l'activité de Nouvelle Énergie ici dans les Yvelines et à Versailles. Donc je constate, pour commencer, que la parité est parfaitement respectée ici, puisqu'il y a beaucoup de jeunes et des gens un peu moins jeunes. Donc cette parité, personne mûre, on va dire, et jeune, est respectée, en tout cas celle-là. Ils se sont mis plutôt à gauche, donc avant la fin de la soirée, vous allez plutôt passer. Bien, je suis très heureux d'être là. Effectivement, je serai obligé de partir impérativement à 21h pour être à CNews, où j'essaierai de dire combien l'amendement porté par le précédent gouvernement, mais gardé par l'actuel, qui baisse le taux de TVA, le seuil de TVA à 25 000 €, là où il était à 85 000 pour les activités de commerce, et à 35 000 pour les activités de service dans le cadre du statut de l'auto-entrepreneur est une véritable agression. Et j'aurai l'occasion de le dire un peu plus tard dans la soirée, mais à la télé. En tout cas, j'en parlerai si cela vous intéresse dans quelques instants, à l'issue de la réponse que je vais faire à la question qui m'est posée. Comment on fonctionne pour bâtir le projet de Nouvelle Énergie que portera David Besnard le plus haut possible. Alors, pour tout vous dire, c'est au cours d'une rencontre avec David et plusieurs personnes qu'il s'est tourné vers moi en me demandant de bien vouloir coordonner son projet. Et j'ai moi-même beaucoup d'activités, bénévoles ou moins bénévoles, continue de faire du conseil en stratégie. Et je n'étais pas spontanément pressé de lui dire oui, on va dire ça comme ça. Mais il a un peu insisté quelques semaines et j'ai fini par accepter. J'ai voulu un peu rompre avec ce que l'on a fait historiquement en matière de projet. En fait, j'ai observé dans l'histoire récente comment les projets sont portés, qui viennent de la gauche ou de la droite. Il y a d'abord ceux qui sont des projets idéologiques, avec des propositions qui empruntent à l'idéologie et pas au concret. C'est les 100 000 propositions, les 100 000 propositions, je ne sais plus, de François Hollande, de François Mitterrand en 81. Donc on a un catalogue qui brasse toutes les problématiques du PS. Et ça nous donne ensuite un décalage majeur entre les attentes des gens et le catalogue qui est porté, parce qu'il n'est porté que par les adhérents. Et encore, donc, on avait la participation des étrangers aux élections municipales, beaucoup de projets idéologiques. Et ça, c'est une partie des projets qui sont présentés aux Français. Il y a une autre catégorie de projets auquel je suis plus sensible, qui sont les projets qui viennent de l'observation du réel. Prenons l'exemple du projet Filon, que j'ai beaucoup accompagné, qui s'inspire de ce que l'on voit autour de soi comme problème et auquel on tente de répondre. C'est déjà mieux. Mais je pense que les Français, aujourd'hui, ne sont pas forcément prêts à entendre des projets, y compris
ceux qui proviennent d'une observation des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé, avec évidemment l'assentiment de David, de réfléchir à la France dans 10 ans. Que sera la France dans 10 ans si on prolonge un certain nombre de courbes? Je vais vous donner tout de suite les défis que nous avons identifiés qu'il faudra relever pour qu'en 2035, eh bien, la France se porte mieux, car elle aura surmonté toute une partie des défis que nous avons identifiés. Il y en a 6. J'en ai, avec David, identifié 6 défis qui semblent être les défis majeurs. Mais tout d'un coup, la parité commence à... Il y a encore un peu de travail, mais merci d'être là. La prochaine fois, venez avec des amis. Donc, ces 6 défis, c'est ceux auxquels la France va faire face, qui sont les défis les plus importants et qu'elle devra relever, et on aura 10 ans pour les relever. Parce que si on prolonge les courbes de ces défis, je vais vous les donner dans quelques instants, eh bien, ce sera négatif pour notre pays. Le premier défi, c'est le défi démocratique. Ce que j'appelle le défi démocratique, c'est la désaffection des gens pour ceux qui nous dirigent, la distance entre la chose publique et la réalité ressentie de nos concitoyens, ce qui fait naître un malaise démocratique que l'on observe depuis des années. Ça n'est pas nouveau, et l'une des courbes qui exprime ce défi démocratique, c'est la courbe des abstentions aux élections. On pourrait trouver d'autres indices, mais ce défi démocratique, eh bien, il est redoutable. Car si nous ne retrouvons pas avec nos concitoyens un moyen de reprendre une sorte de dialogue entre l'opinion et les hommes publics, les hommes politiques, si on continue d'avoir cette désaffection, s'il y a le sentiment d'être gouverné d'en haut sans jamais être concerté en bas, sans jamais qu'on demande son avis à l'opinion en dehors des élections, eh bien ce malaise démocratique va devenir très grave. Une démocratie ne peut pas vivre sans la participation de ceux qui forment cette démocratie. Et dans ce défi démocratique, il y a le sujet des institutions, il y a le sujet de l'État, de la manière dont les gens perçoivent les décisions d'en haut, parisiennes, par rapport à la réalité qu'ils vivent sur le terrain. Donc ce défi démocratique est un défi qui nous a semblé très important et qui doit induire de notre part un certain nombre de propositions. Et ces propositions, elles s'articulent autour, j'en parlerai à plusieurs reprises, de ce que David appelle la réforme de l'État, qui est un mot un peu barbare, et moi, que je préfère employer le terme de gouvernance. Nous avons en France un problème de gouvernance. Des décisions d'en haut, appliquées unilatéralement, sans aucune concertation, et qui font qu'elles sont mal ressenties là où s'exercent ces décisions, c'est certainement le défi le plus important. Donc une réforme des institutions qu'il faudra porter, en se souvenant que Montesquieu parle de la réforme de la Constitution avec des mains tremblantes, donc il faut être très prudent. Mais il y a certainement aujourd'hui quelques améliorations fortes à apporter sur nos problèmes institutionnels, la relation du président avec le Parlement, la revalorisation du Parlement pour éviter qu'on ait ces spectacles assez pitoyables générés par une dissolution que personne n'a encore compris. Donc ce défi démocratique, il faudra le prendre à bras le corps, et dans ce défi démocratique, cette réforme sous le capot de l'État qu'il faut porter, j'en dirai quelques mots en termes de propositions, cette gouvernance qu'il faut aujourd'hui employer différemment, c'est le premier des défis.
Après, vous avez un deuxième défi dont on parle depuis quelques jours, mais que nous, on a intégré, c'est le défi démographique. Alors, on en parle hier, je regardais à la télévision, parce que les chiffres des naissances et de l'effondrement des naissances dans notre pays est maintenant avéré depuis au moins 2 ans. 2023 était la pire des années, et 2024 est encore pire. Donc on a vraiment une sorte de trou démographique qui est assez dramatique et sur lequel nous réfléchissons pour voir comment faire en sorte que nous puissions freiner, et qu'on peut faire ce peu, et inverser, puisque la France a été souvent en Europe un des pays dont la démographie était la plus intéressante et importante. Et ce défi démographique, il faut absolument le relever parce qu'il, je l'ai mis dans ce défi, si vous mettez avec cet effondrement démographique la poussée de l'immigration, ben vous avez un cocktail détonnant qui est insupportable. Et donc si l'on prolonge ces 2 courbes jusqu'en 2035, qui est la borne que l'on se fixe pour relever ces défis, ben vous le voyez, ça nécessite un certain nombre de mesures. Mesures en matière de démographie, ça s'appelle rétablir une politique familiale et mettre fin à cette politique sociale qui l'a remplacée. Ça a été une des hérésies de ces dernières années que d'abandonner une politique familiale qui sera basée par un prix simple, par enfant, sans considération de revenus, car cette considération de revenus introduit une politique sociale et non plus une politique familiale où on trie les bébés en fonction de leur statut social, et peu à peu cette politique familiale disparaît au profit de cette politique sociale qui, si on ajoute tous les ingrédients de ce qu'on appelle la dépense sociale, pèse aujourd'hui plus du tiers du PIB chaque année. C'était 10% sous Mitterrand. Donc ce deuxième défi, c'est le défi de la démographie et de l'immigration. Le troisième défi, c'est un défi qui va plaire à notre ami, c'est le défi de l'innovation, le défi de l'intelligence artificielle, le défi de la matière grise, tout ce qui fait qu'une nation peut relever tous les autres défis dès lors que ses concitoyens ont toutes les chances pour innover, pour se former. Dans ce défi de la matière grise, il y a le défi de l'information, de l'éducation, bien sûr. Et ce défi est certainement l'un des plus importants, même si je ne peux pas hiérarchiser ces défis, mais quand on voit l'accélération de l'innovation et ce qu'elle produit en termes de création de richesse dans d'autres pays que le nôtre, voire dans d'autres continents que l'Europe, il y a un certain nombre d'inquiétudes à avoir. Donc ce défi de l'intelligence artificielle et de l'innovation est majeur. Il est majeur. Et un exemple, lorsque j'étais au gouvernement, je peux ramener ce défi à l'action que j'ai pu mener, et j'ai mis en place le crédit impôt-recherche. Le crédit impôt-recherche, ça partait d'une idée très simple qui était que moins on taxe la matière grise, plus elle a des chances de se développer. Surtout où la production ici est interdite, eh bien, il n'y a aucune raison que ces produits viennent sur le marché, alors que la production française ne peut pas s'y développer du fait d'interdiction. Donc, le deuxième volet de ce défi de l'autonomie stratégique, au-delà de l'agriculture, c'est la santé. Il y a quelques grappes de composants sur lesquels nous devons absolument veiller à ne pas être trop dépendants, ni dépendants. Donc c'est tout un travail, mais qui n'est pas un travail idéologique. Il s'agit de repérer dans les chaînes qui concourent à la production des ingrédients, des inputs, on va dire, qu'il faut absolument maîtriser pour éviter
la rupture qu'on a pu constater, par exemple, dans tel ou tel secteur. Mais je vous rassure, la pensée de David, la mienne, n'est pas de dire il faut nationaliser le Doliprane. C'est une aberration compte tenu de la maturité de la molécule, du fait qu'elle est diffusée partout et qu'on peut la produire où on veut, sans pour cela nationaliser telle ou telle entreprise. Et dernier défi, c'est le défi géopolitique. Le défi géopolitique, c'est un défi là aussi majeur. Pourquoi? Parce qu'on assiste à l'émergence des empires. Nous avons les États-Unis dont on a aujourd'hui une vue outrancière, on va dire ça comme ça, mais qui portent en elles une volonté impériale qu'ont aussi les Américains démocrates, sauf que c'est plus policé et c'est, je dirais, moins disrupteur ou moins provocateur que telle ou telle déclaration du président des États-Unis. Mais lorsque Joe Biden fait l'IRA, l'Inflation Reduction Act, il met 700 milliards sur la table et c'est un véritable défi que de relever ces investissements massifs qui peuvent être facteurs de déséquilibre par rapport au commerce mondial. Donc le défi géostratégique qui consiste à regarder ce qui se passe dans le monde, émergence des États-Unis, compétition avec la Chine, visée impériale de la Russie, et de se dire que la France seule, ça n'existe pas. Plus exactement, si tant est que ça n'avait jamais existé, c'est aujourd'hui l'Europe, une Europe différente, qui peut porter les ambitions françaises. L'Europe aujourd'hui, elle a un véritable problème, là encore, de gouvernance. On a un président du Conseil européen qui est inconnu, et on a une commission qui a pris beaucoup de pouvoir. Dans les traités européens, la commission, elle fait des propositions, elle est force d'impulsion. Mais le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil formé par les représentants des États, devrait garder la main et décide. J'ai eu la chance d'assister, quand j'étais parlementaire, un certain nombre de négociations à Doha ou autres, portées par la Commission. Et on avait toutes les peines du monde, nous, représentants français, à connaître le niveau des discussions que la Commission portait pour l'Europe. Alors c'est un article du traité qui confie à la Commission le soin de négocier les traités commerciaux. Il faut le savoir. Quand on se plaint, ça fait des années que c'est ainsi qu'on confie à la Commission le soin de négociation des traités. On a beaucoup parlé du Mercosur, et c'est la Commission qui négocie. Mais l'ouverture des négociations est décidée par le Conseil européen et la fermeture des négociations est décidée par le Conseil européen. Donc en principe, ce sont les pays qui gardent la maîtrise. Et il est toujours, pour moi, qui connaît bien les arcanes du Parlement européen, j'ai été parlementaire européen, et quand j'étais tout jeune, le lobbyiste à Strasbourg, à Bruxelles, là c'est toujours aberrant qu'à Paris, on insulte les autorités de Bruxelles, dont on est membre et avec lesquelles on acquiesce et qu'on décide entre ministres de ce qu'il faut faire. Donc il y a une reprise en main très forte, de mon point de vue, et du point de vue de David, à porter sur nos institutions européennes, pour redonner la primauté au Conseil européen, aux politiques, pour redonner la force aux négociations entre pays, et pour faire en sorte que la Commission reste dans son rôle de proposition, mais jamais de conclusion. Et vous avez vu que peu à peu se perd une sorte de glissement du pouvoir
entre les gouvernements, les gouvernants, les conseils européens et la Commission, puisque Madame von der Leyen a pacté sur la conclusion de l'accord du Mercosur. Même si Macron a protesté, il n'en demeure pas moins qu'on a là quelque chose sur lequel on doit être très attentif. Et moi, je souhaite que nous portions une idée de réforme, mais qui donne à l'Europe une puissance qui est aujourd'hui indispensable d'avoir et que nous avons sur le marché européen en termes de consommateurs et en termes de marché commercial, mais qui n'avons pas en termes de diplomatie ni en termes de défense. C'est un sujet qui doit nous faire réfléchir aussi, parce que la critique de l'Union européenne, à laquelle je me livre aussi, quand je vous dis qu'elle est tout à fait perfectible et doit être amendée, ne pourra pas se passer d'une réflexion sur la sécurité. Le désengagement américain, même s'il est dans les paroles plus que dans les actes, nous allons voir ce qu'il va en être lorsque les discussions sur l'Ukraine vont avoir lieu et le retrait possible de nos amis américains de la protection qui est assurée par l'OTAN. Vous savez qu'un des articles de l'OTAN dispose que si l'un des membres est attaqué, eh bien, c'est l'ensemble des pays de l'OTAN qui doit réagir. Aujourd'hui, le maillon faible, si j'ose dire, c'est plutôt la capacité qu'auraient les Américains à engager si un pays membre était agressé. Et ça explique les efforts que fait, par exemple, la Pologne pour se réarmer. Et ça porte en soi une incertitude qui doit appeler une réflexion beaucoup plus forte sur la défense. Et tous les pays européens, peu à peu, eh bien, font des efforts en matière de défense. La France, qui a consenti des efforts depuis quelques années, alors qu'on était sur une décroissance en matière de défense, mais aussi beaucoup d'autres pays. C'est le dernier des défis que nous avons identifiés et sur lesquels nous allons faire un certain nombre de propositions. Voilà les 6 défis qu'il nous faut relever. Alors, pour aller à l'essentiel, et je ne vais pas vous livrer l'essence, tout ce qui est aujourd'hui en discussion, mais nous avons un sujet majeur qui est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un État qui fonctionne. C'est tout le problème de la gouvernance dont je parlais en début de mon propos, tout le problème de la réforme de l'État. Et la vision que nous en avons, elle est très simple. L'État, il y a des missions. Et il y a des tas de missions où l'État n'a rien à faire. Par contre, il y a des tas de missions où l'État devrait faire beaucoup plus. Et c'est cette réflexion sur les missions de l'État que nous menons aujourd'hui. Pour faire simple, je dirais qu'on veut renforcer l'État dans ses missions régaliennes, défense, sécurité, diplomatie, bien sûr, éducation dans sa vision des enfants, dans sa vision de l'instruction. Ça, c'est une mission qu'il faut garder à l'État, mais l'agriculture, dans la version de l'autonomie que j'indiquais, de l'autonomie stratégique que j'indiquais tout à l'heure, l'énergie, je n'ai pas parlé, je m'en excuse, mais c'est fondamental, c'est stratégique. Cette autonomie stratégique, elle porte aussi sur l'énergie. Je considère que notre pays a été affreusement fragilisé par l'abandon de la filière nucléaire, le véritable abandon de cette filière nucléaire dans les années 2010, à partir des années 2010. Nicolas Sarkozy, qui était président de la République quand j'étais au gouvernement, n'a évidemment pas porté des visées antinucléaires, mais les investissements n'ont pas suivi parce que nous avons fait
une sorte d'alliance politique dont on a vu les dégâts, qui est allée du pacte avec Hulot, porté par notre majorité, et ensuite la véritable alliance politique qui s'est nouée à partir des années 2010, 2012, plus exactement, et qui ont, sur un point de table, décidé de réduire l'électricité d'origine nucléaire de manière massive. Et quand on fait de telles erreurs, de tels choix, qui se traduisent par l'abandon de la source qui affichait notre indépendance et notre compétition, le prix de l'énergie peu cher, la France en est enorgueillie pendant des années. Et cette énergie peu chère, peu à peu, elle a été abandonnée. Elle a conduit les présidents d'EDF successifs, je les ai tous connus, à ne plus avoir des visées de formation, d'embauche au niveau des ambitions qui auraient dû être affichées et qui n'étaient plus celles-là. Donc ce programme de réarmement en termes d'énergie nucléaire est devant nous, et là aussi on se heurte à des injonctions contradictoires, puisque le président d'EDF, que je connais bien, qui s'appelle Luc Rémont, m'a indiqué qu'il avait aujourd'hui 6 EPR nouveaux à construire selon les souhaits de la puissance publique et de l'actionnaire unique aujourd'hui, que sont les pouvoirs publics, mais qui n'avait pas le traître sous, puisqu'on ne lui donnait pas les moyens. Et comment pourrait-on donner les moyens? Il s'agit de 60 milliards à engager dans les mois et les années qui viennent. Comment pourrait-on le lui donner compte tenu de la situation budgétaire et d'endettement de notre pays? Donc on le voit, il y a des vrais sujets qui nécessitent d'être réfléchis pour apporter des solutions, car on ne pourra pas faire de l'impasse d'un réarmement nucléaire en termes d'investissement et de création du deuxième programme d'énergie nucléaire qu'il faut pour notre pays. Je vous rappelle que quand on a décidé cela, en général, a décidé de la création des centrales nucléaires, ça a été fait en quelques années, moins de 10 ans, et il y avait une véritable vision stratégique qu'il nous faut aujourd'hui réintroduire au sein de notre État. On ne peut pas être à la godille comme cela. Il faut donner la priorité à l'énergie nucléaire. Oui, à des renouvelables éventuels, mais sachons aussi réaliser que les renouvelables, c'est des activités intermittentes et que par rapport à l'énergie nucléaire, eh bien, on est à 25% de rendement par rapport à un réacteur nucléaire classique. Donc voilà ces défis, voilà ce sur quoi on travaille. La réforme de l'État, je l'ai dit, on la prendra à partir de missions qui seront déclinées et pour lesquelles eh bien, il s'agira de ne pas avoir la main qui tremble, c'est-à-dire de renforcer nos missions régaliennes et de trouver les moyens d'ouvrir à la concurrence, de faire beaucoup de délégations de services publics pour que peu à peu la sphère publique, et je n'ai pas parlé de la nécessaire transfert vers le bas, vers les communes, vers nos concitoyens, de pouvoirs qui sont aujourd'hui concentrés à Paris et qui participent de la thrombose française qu'on connaît bien tous ici. Tout se décide à Paris et en bas, et là, mes concitoyens, ils sont là. Ils attendent et ils ne voient rien venir. Donc, la nécessaire déconcentration, décentralisation des pouvoirs pour faire descendre le pouvoir au niveau le moins élevé, puisque on sait que depuis Tocqueville, je vous recommande la lecture parce que c'est toujours d'actualité, le citoyen se sent beaucoup plus libre et responsable lorsqu'il identifie le maire de la commune, parce que la proximité entre le pouvoir qui s'exerce et le concitoyen est moins élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc on a cette
une nécessaire décentralisation et déconcentration des pouvoirs, j'appelle verticale, et on a une nécessaire déconcentration des missions de manière horizontale par le biais de l'ouverture à la concurrence, de la délégation de services publics, du renoncement à telle ou telle mission jugée inefficace ou jugée sans fondement. Un dernier point pour parler de ce qui est la mère, ce que David appelle la mère des batailles, et cette réforme. Un dernier point pour vous dire que nous n'avons pas changé d'organisation gouvernementale depuis la fin de la guerre. Les ministères sont restés intangibles et pourtant, eh bien, les ministères ont baissé en termes d'importance, d'autres ont monté, mais nous n'avons absolument pas bougé dans notre architecture et c'est bien la marque d'un immobilisme en termes d'adaptation. Je m'adresse ici à beaucoup d'entrepreneurs qui savent qu'il faut résoudre les problèmes quand on a une entreprise qu'on la dirige, parce que sinon, c'est la mort économique de l'entreprise. Chez nous, ça se traduit par plus d'endettement, plus d'immobilisme, plus de normes, qui montrent combien l'appareil est grippé, combien il a besoin d'être régénéré. Vous m'autorisez de... Bien sûr. Si vous laissez le temps de prendre un petit verre d'eau, si vous voulez. Dans la constitution du projet, il est important de dire qu'il y a des groupes d'experts qui sont constitués et qui sont des gens, des experts dans leur métier, dans leurs connaissances, et qui travaillent sur tout un tas de sujets, sur l'éducation, la gouvernance, et donc ils alimentent en permanence. Donc nous, nos rôles de relais, c'est juste d'identifier quand il y a des camions comme ça, de remonter justement, et que c'est très important pour David Lisnard que ce soit vraiment du bottom-up. Je disais tout à l'heure à quelques-uns, voilà, en fonction des échanges, on passera du temps pour avoir un temps d'échange avec les questions que vous pourrez poser à Hervé ou moi-même. Et voilà, c'est très important, c'est le mode de fonctionnement de Nouvelle Énergie, c'est bottom-up. Okay, c'est bottom-up, c'est hyper important. Et un dernier point, sur le programme, Hervé Novelli disait, David Lisnard va sortir un bouquin début mars. Ce ne sera pas un livre programme, c'est pas les... Parce qu'il y a aussi les programmes technocrates, et vous aviez, je crois que le record en la matière, c'était Bruno Le Maire et Camille Lezotte. Prenez, appliquez, vous allez voir, ça va être le monde magique, le monde de oui-oui devant vous. Non, ça va être un livre programme qui va reprendre en fait, c'est comme ça qu'il nous l'expliquait il n'y a pas très longtemps à un séminaire des Relais, où il a compilé, il a retravaillé toutes les publications qu'il a fait dans l'Opinion et dans d'autres, dans le Figaro et dans d'autres journaux, dans des interviews, il a compilé tout ça pour un peu... Et en lisant, vous aurez vraiment toutes ces idées forces, parce qu'il écrit beaucoup, il produit beaucoup, il a de plus en plus d'interviews, et donc voilà, vous pourrez vous alimenter, vous aurez la ligne directrice. Oui, c'était important ce que tu disais. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de renouveler, non pas les idées, parce qu'il y a nombre d'idées forces qui restent intangibles, et notamment la défense des libertés individuelles, la défense de responsabilité individuelle et la dignité de tout être humain. Donc nos valeurs, elles sont intangibles, mais par contre, j'ai préféré porter ces défis. Et donc aujourd'hui, tous les experts, tous ceux qui travaillent à Nouvelle Énergie sont versés dans un défi à réaliser. Et on a fait ce dispatching pour renouveler un peu, et pour donner à une nouvelle dynamique intellectuelle qui avait besoin d'être portée. Donc j'insiste sur cette réforme qui est vraiment la mère des batailles. Pourquoi ? Tout simplement parce que les dépenses publiques aujourd'hui sont à 56% de ce qu'on produit chaque année. Ça veut donc dire que nous sommes, grosso modo, on a 6 points, 7 points qui, par rapport à la moyenne de l'Union européenne ou de l'OCDE, sont supérieurs. Donc c'est cette masse qui montre à la fois le mal français en termes de bureaucratie et qui montre aussi le défi à relever en termes de rétablissement des comptes publics. Parce que un point de PIB, ça fait 30 milliards aujourd'hui. 6 fois 3, 18, 180 milliards. Donc les défis
tels que je les ai annoncés, seront résolus par un certain nombre de mesures. Si on reste sur la réforme de l'État et sur ce que je vous disais des missions, on a aujourd'hui un sujet majeur qui est le sujet de la dépense et de la protection sociale. Puisque je disais à peu près un tiers du PIB est consacré aux dépenses sociales, donc c'est le point nodal à la fois de l'impuissance de l'État, providence qui distribue des chèques et qui n'en a plus aujourd'hui. La manière de résoudre ce sujet, il y a deux propositions qui sont sur la table et sur lesquelles on travaille beaucoup. La réforme des retraites par capitalisation. Vous direz, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir que aujourd'hui, le poids des dépenses de retraite dans le PIB français, c'est autour de 14%. 14%, si on avait une retraite par capitalisation qui vienne en complément de la retraite par répartition, il y a 3 à 4 points de ce poids des retraites qui ne serait plus financé par l'État et qui permettrait d'alléger le coût des charges sociales qui sont acquittées par les entreprises et les donc ce problème de la recette de la retraite par répartition est aussi un moyen à terme de baisser le coût de la retraite et donc de faire en sorte que la différence entre le salaire brut et le salaire net soit moins importante. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'allocation sociale unique. C'est un sujet qui nous importe beaucoup, c'est de regrouper, et là on a quasiment terminé le travail avec un certain nombre d'experts, de regrouper nombre de prestations sociales sous une prestation sociale unique et de la cantonner en dessous du SMIC, mais pas encore au fait que c'est 80% du SMIC pour faire en sorte que les revenus d'allocation soient toujours durablement en dessous des revenus du travail. Donc tout c'est de la dentelle, mais tout ce travail va viser à faire diminuer la sphère publique et donc les dépenses publiques qui s'y rattachent, redonner de l'air à la société française qui est asphyxiée par ce poids financier, mais aussi par l'empilement des normes qui se sont créées et qui se sont accélérées depuis quelques années. Vous connaissez tous, et je ne vais pas les rappeler, le poids de nos codes qui ont considérablement enflé, mais je prendrai un seul exemple, qui est le code de l'environnement, qui fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, des injonctions contradictoires. Donc il faut lever les contradictions entre la nécessaire transition environnementale, dont j'ai dit qu'elle serait très ciblée pour nous, et les injonctions contradictoires qui font qu'il y a de plus en plus de normes écologiques qui viennent impacter l'industrie. Je pense par exemple à l'industrie automobile, mais toutes les autres sont impactées par ces normes, car on veut aller à marche forcée après avoir négligé pendant des années tel ou tel aspect environnemental, on veut aller à marche forcée, et évidemment ça pèse en termes de poids sur la croissance potentielle de notre pays. Donc voilà par exemple cette réforme de l'État dont et David l'a dit, qui constitue la mère des batailles. Plus vous aurez réformé l'État, plus vous aurez fait diminuer son empreinte là, il n'a que faire, eh bien, vous redonnerez du tonus, de la tonicité à la sphère privée, et c'est particulièrement difficile chez nous, parce qu'on a une culture qui est une culture étatiste, mais cette culture étatiste ne peut pas aller contre les réalités économiques. Lorsque vous avez un ministre de l'économie et des finances, pour ne pas le nommer avec la barre, qui dit que les entreprises peuvent être un peu moins rentables,
faut qu'il m'explique comment, à terme, cette moindre rentabilité peut être source de progrès. Non, il y a des réalités économiques que tous les chefs d'entreprise présents ici connaissent, et ces réalités économiques conduisent à dégager des résultats positifs, sinon l'entreprise meurt. C'est aussi simple que ça. Voilà, moi j'en ai terminé sur cette description. Je me permets d'ajouter que c'était partie des questions que j'ai posées lors du séminaire qu'on avait la semaine dernière, tous les relais avec David Lisnard et toute l'équipe. Aujourd'hui, la défiance du monde politique, ou des politiques en général, c'est encore des promesses, toujours des promesses. Donc il y a un énorme travail aussi, parce que je sais que ça c'est le mode de fonctionnement de David Lisnard. C'est OK pour les propositions, OK pour le projet, mais après c'est comment on le met en place. Pourquoi nous, pour avoir le plus beau projet de la Terre, pourquoi nous on va y arriver. Donc il y a aussi tout un volet, alors je ne sais pas si c'est intégré dès maintenant, Hervé, ou si c'est... mais voilà, c'est essentiel. Pourquoi nous on va être meilleurs que les autres? Super, on a le plus beau tableau, la plus belle voiture, mais on ne saura pas la faire marcher. Et donc ça c'est essentiel. Il parle d'ailleurs de cheffer l'État, juste par rapport à la gouvernance. Il y a un moment ou un autre, si on n'a pas des vrais chefs dans les ministères et à la tête de l'État, la technocratie prend la main, l'administration prend la main. Oui, cette réintégration du politique, elle est très forte, mais surtout, comme tu l'as dit, ce qui est très important, c'est le comment faire. Et de ce point de vue-là, on est très exigeant, et moi aussi, dans la mesure où moi j'ai fait. Donc lorsque j'étais dans 3 ans et demi à Bercy, j'ai fait un certain nombre de réalisations. Il est vrai que j'étais aidé par le relatif anonymat dans lequel j'étais, protégé par la ministre qui m'avait dit une fois pour toutes, toi tu t'occupes de toute la microéconomie, moi je m'occupe des échanges et de l'international, mais tu me tiens au courant et je te soutiens. Ça a très bien fonctionné et j'ai pu, avec un poste qui n'était pas un des premiers dans la hiérarchie gouvernementale, faire beaucoup de choses. Donc cette culture du comment faire, elle est au cœur de ma réflexion et je voudrais en profiter pour vous dire la différence à laquelle que j'ai constaté entre l'entrepreneur et l'homme public, l'homme politique traditionnel. L'entrepreneur, je l'ai dit tout à l'heure, il doit résoudre les problèmes dans son entreprise, sinon l'entreprise meurt. Donc il y a une obligation de résoudre des problèmes et donc de faire. L'homme public n'a pas cette obligation. Il a des rendez-vous avec les électeurs, mais on est dans le règne du discours. Et souvent, un certain nombre d'hommes publics ont parlé des problèmes sans jamais les régler, mais en ont parlé toute leur vie. Et cela explique cette différence et cette nécessité de réintroduire des critères de performance dans la gestion publique et surtout des critères d'efficacité. Donc, c'était pour compléter ton propos. Moi, je ne vais pas aller plus avant sur les 6 défis que j'ai identifiés, qu'on a identifiés, sur lesquels on travaille. Ce que je souhaiterais plutôt, c'est qu'on ouvre la discussion et que je vous parle aussi de ce qui est aujourd'hui à l'œuvre dans le budget que j'ai présenté. Ouais, sans tomber dans l'idolâtrie, avant de m'engager, je connaissais Caroline Loustrin, qui est la responsable de tous les relais, notamment son mari, parce que j'ai connu à l'époque où j'étais engagé, moi, chez Nous Citoyens, le mouvement de Denis Baird, pour ceux qui le connaissent, qui était en réaction. Il y avait moi, président, il y avait Nous Citoyens. C'était vraiment en réaction. Il y a Denis Baird, quelqu'un qui a eu quelques succès au niveau mondial, au niveau de ses entreprises. Voilà. Donc c'était surtout entrepreneur. Parce que Denis Baird, il manquait une chose, c'est sa connaissance du monde politique public. Là, David, il a 2, comme vous. Donc vous savez appliquer et amener enfin, parce que vous faites partie des rares aujourd'hui, qui a été à un poste de secrétaire de ministre, qui avait cette culture de l'entreprise. Et on en souffre aujourd'hui dans notre pays. Et donc si on veut renverser la tête, il faut qu'on après, j'ai toujours dit, je dois regarder les gamins un jour dans les yeux en disant, je ne sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas j'ai essayé. J'ai décidé de me passer du camp des râleurs, du camp des acteurs. Donc, et David Lisnard, ça fait 2 ans et demi, je ne vais pas tomber dans l'idolâtrie, mais il sait de quoi il parle. Il l'a fait à Cannes.
l'a fait à Cannes. Il nous a expliqué comment il fonctionne, ne serait-ce comment il a réduit de manière très pragmatique le nombre de fonctionnaires. À chaque fois qu'il y avait un départ à la retraite, il convoquait l'équipe concernée. Alors, il y a deux solutions. Est-ce que vous êtes capable de vous organiser sans réembaucher? Auquel cas, la moitié de l'économie, vous allez vous la partager avec des objectifs et des incentives et du salaire. Et sinon, on reste. Mais voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on inverse. Voilà, il faut revenir au cœur, sur le terrain. Et ça, c'est des décisions de chef d'entreprise, hein, avec des ratios, des KPI, etc. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, je vous expliquais dans le séminaire, aujourd'hui, c'est hallucinant ce qui se passe, c'est que j'ai des notes à n'importe quel niveau de la hiérarchie à l'américaine, où j'ai des suggestions d'économie, parce qu'ils voient bien les intérêts, et ils sont beaucoup plus heureux, ils savent pourquoi ils bossent, et les citoyens de la fin des canaux sont contents. C'était le maire, le meilleur élu. Donc voilà, il faut confier à un moment les clés du camion à des gens qui savent, qui ont envie, et qui ne vont pas faire n'importe quoi et reproduire les schémas que l'on voit depuis des années. C'était pas la conclusion, c'est vous qui aurez la conclusion. Voilà, profitons d'avoir Novelli avec nous pour échanger avec vous. Hein, discuter avec vous, on est là pour ça. La première question est plus bien. C'est un plaisir de vous parler, M. Novelli. D'abord, merci pour votre action passée. Et puis, bravo pour vos propos d'aujourd'hui, que je comprends et soutiens complètement. Pour ne pas trop abuser de la parole, j'aurais deux questions à vous poser. Plutôt une remarque et une question de fond. Au préalable, je voudrais revenir sur l'appel aux experts. Je voudrais quand même signaler que la démarche bottom-up, c'est très bien. Ce qui me concerne, j'ai par 3 fois tenté d'apporter des contributions sur le site web. Je t'ai même adressé contributions, j'en ai d'autres. J'ai jamais eu de retour. Alors je peux comprendre qu'il y a du patinage, mais j'ai des choses à dire. Donc je vais évoquer quelques mots concernant ma propre expertise et expérience professionnelle. Premier point, qui est à peine une question, mais c'est vraiment une conviction forte, une observation forte. Vous avez parlé de l'énergie. Je suis totalement convaincu que l'origine majeure de notre déclassement français, c'est une politique de l'énergie totalement erratique, totalement contre-productive, avec un mauvais équilibre entre les énergies renouvelables et les énergies nucléaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un prix d'énergie très élevé qui rend nos industries, nos activités non compétitives sur le plan international. La dernière année que j'ai vue cette semaine, en lisant comme vous dans la presse, RTE, qui est l'organisme qui gère la politique énergétique, se vante et se glorifie d'enfin exporter son énergie française vers l'Allemagne. Je n'entrerai pas dans les détails, mais quand on voit ce genre d'affirmation, on comprend que la politique énergétique de la France revient à priver les Français d'un prix bas pour aller vendre notre énergie en Allemagne, qui cette propre politique énergétique, donc je ne reviendrai pas sur les détails. Mais il y a un problème sur l'énergie. Est-ce que tu veux formuler ta question? Oui, ma question, je vais le faire le plus court possible, mais deuxième sujet, la gouvernance, le mode de fonctionnement et surtout de représentation dans notre pays. Moi, je vais vous pousser dans vos retranchements, et ça va être bref. Est-ce que Nouvelle Énergie, dans son programme, va aller jusqu'à avoir l'audace d'interdire aux fonctionnaires de se présenter aux élections et d'être élus? Dans la mesure où ma conviction, c'est que les fonctionnaires sont au service du pays et non pas au leur. Et croyez-moi, j'ai vécu ça toute ma carrière. Je peux en parler, mais j'en dirai pas plus. Voilà, interdire aux fonctionnaires d'être élus. Quel niveau, ça reste à débattre. Mais j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Je ne suis pas sûr que vous ayez le courage d'aller jusque-là. Mais enfin, j'aurais posé ma question. On va voir la réponse, c'est comme Coluche. Merci. Bon, sur l'énergie, j'en ai parlé. Je ne vais pas aller plus avant. Je considère qu'il y a eu une faute, certains diraient un crime, qui ont conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui avec EDF qui a du mal à dégager des résultats d'exploitation et qui pourtant doit le faire pour financer un programme, puisque son actionnaire principal fait attendre en matière de soutien. Donc ça, c'est un sujet majeur, vous avez raison de le dire et de le rappeler.
Ce qui m'embête, c'est que les responsabilités ne sont jamais dressées dans la classe politique non plus, parce qu'il y a quand même des gens qui ont choisi à un moment de mettre en péril l'indépendance énergétique de notre pays en baissant de manière artificielle et dramatique la part d'énergie d'origine nucléaire par rapport à des énergies renouvelables dont on connaît aujourd'hui le coût. Et on n'a pas fini de le constater. Donc ça, je ne vais pas plus avant. Maintenant, sur ce sujet, je ne suis pas gêné du tout pour y répondre, car si vous avez un jour la patience de vous plonger dans les propositions de loi déposées par un jeune député de l'époque, qui s'appelait Hervé Novelli, j'avais déposé cette proposition, qui n'est pas celle que vous avez indiquée, parce qu'on ne peut pas refuser en démocratie à quelqu'un de se présenter. Par contre, c'est ce qu'ont fait les Anglais, notamment un fonctionnaire qui souhaite se présenter aux élections, et bien, s'il est élu, doit démissionner de la fonction publique. Donc c'était ça le sens de ma proposition. Je me souviens, et c'est là où la démarche de David est radicalement nouvelle, je me souviens des débats qui avaient eu lieu à propos de cette proposition que j'avais déposée, avec un certain nombre de personnes, personnalités membres de mon groupe, dont je tairai le nom par charité, mais qui, à l'époque, m'avaient traité de tous les noms parce que ils sortaient de cette école prestigieuse que je ne citerai pas et qui leur conférait des droits supérieurs à pouvoir faire carrière en politique sans risque, tout en bénéficiant de l'avancement à l'ancienneté. Donc, j'ai déposé cette proposition, je n'en ai pas parlé encore aujourd'hui avec David, parce que la réforme des institutions, comme je le disais, il faut être très prudent, et c'est un ensemble qui doit s'équilibrer, mais voilà, je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Je pense toujours que la culture administrative portée par des gens formés à une certaine gestion de l'administration, cette culture administrative s'est propagée dans le camp politique à la faveur de cette capacité facilitée de pouvoir avoir de l'avancement et gravir les échelons assez rapidement lorsque l'on est aux fonctionnaires décidés à rentrer en politique. Si on décide de rentrer en politique, on doit démissionner de la fonction publique. C'est aussi simple que ça, et ça existe dans nombre de pays, donc il n'y a aucune raison qu'on s'en prive. Voilà. Juste avant de passer la parole pour une deuxième question, je vais te répondre sur les bottom-up. Je ne sais pas de quoi remonte, mais là aujourd'hui, on a identifié ce souci-là où il y avait énormément de sollicitations, de témoignages. Sauf qu'à aujourd'hui, je sais à qui l'envoyer. C'était Romain Marsilly et Michel Cavargini, qui aujourd'hui sont en charge avec Hervé, qui alimente et qui gère les groupes d'experts. Donc ils nous ont demandé en disant, voilà, on doit absolument mieux le gérer, parce qu'il y a eu des trous d'air, on était en mode un peu start-up. Voilà, là, aujourd'hui, quand même, toute l'année 2024 a été consacrée à structurer le mouvement. On a un jeune mouvement, donc on est perfectible, donc les remontées font partie des choses qui reviennent. Nous, on a une visio une visio par mois avec tous les relais. Pareil, remonter les choses de terrain, les outils dont on a besoin. Donc ça, mea culpa par rapport à ça. N'hésite pas à m'en renvoyer, et je ne vais pas botter en touche, mais je les renverrai après à Romain, qui lui, ils essaient de répondre à tout le monde, parce qu'il y a énormément d'envie, mais c'est tant mieux d'ailleurs. Et au travers de ça, voilà, ils essaient d'alimenter, de répondre par rapport justement au projet. Donc, question simple. La liste des groupes thématiques, est-ce qu'il fait l'objet de groupes d'experts aujourd'hui? Ça, je n'arrive pas à le savoir. Quels sont les thèmes sur lesquels il y a des groupes d'experts? Je vous les ai donnés. En fait, il y a 6. C'est les 6. C'est les 6 défis, et à l'intérieur de ces défis, il y a les thèmes. Depuis que M. Novelli est arrivé, donc avant c'était la santé, l'éducation, etc. Donc il a repositionné par rapport aussi. Je vais renvoyer ce que. Tout à fait modestement. Je ne vais pas jeter, hein, je vais aller regarder, mais c'est un je vais encore regarder dans ma boîte mail, parce que je ne jette rien dans ma boîte mail. Moi, je suis un conservateur. Compléter ce que vient de dire le Thomas, on fonctionne à 3. Pourquoi on fait ça? C'est-à-dire, moi, plutôt sur le plan des idées, et Michel Cavargini et Romain Marsilly en termes organisationnels, donc gestion des demandes et aussi des propositions à intégrer ou pas dans notre
du projet. Vas-y. Tu parles à la voix? Présentez-vous rapidement, puis voilà. Olivier Floch, adhérent, Nouvelle Énergie, membre d'un groupe de travail justement, Très bien. environnement notamment, donc qui fait partie du chapeau écologie. Je reviens sur ce que vous avez dit en rebondissant sur le premier défi, qui est le défi démocratique, parce que pour moi il est effectivement essentiel. Dans une expérience politique préalable qui remonte à plus de 20 ans, j'ai été amené à travailler, je vais dire comme nous tous aujourd'hui, un nouveau projet avec Christian Blanc, que vous avez dû connaître, qui avait créé un mouvement qui s'appelait Énergie, lui aussi, mais démocrate. Et il faisait le constat que la fameuse technostructure dont on parle, elle voit passer les majorités différentes, les ministres, et en général, cette caste, elle fait un pari à chaque nouveau gouvernement, combien de temps tu donnes au ministre. Et pour moi, c'est un des enjeux majeurs, si vous voulez, c'est que je voulais savoir si vous aviez réfléchi à la façon dont vous alliez pouvoir faire péter, il n'y a pas d'autre mot, ce carcan, qui pour moi est un des mots de cet abandon démocratique, de ce sentiment que l'on vit aujourd'hui, qu'on ne peut rien faire. C'est une question très importante et fondamentale. Alors je vais vous renvoyer aussi à une proposition de loi qu'avait fait un jeune député de 93. J'avais constaté cela. Et vous en avez encore la constatation aujourd'hui. Les gouvernements qui se succèdent tous les 3 mois donnent un pouvoir encore plus fort à l'administration. Je prends l'exemple de cet amendement scélérat qui a été passé pour tuer les auto-entrepreneurs. S'il y avait eu un gouvernement responsable, et non pas une vacance du pouvoir depuis la dissolution, eh bien, je pense qu'on aurait vérifié. J'ai eu le directeur adjoint du cabinet de Bayrou ce matin, que je connais bien, et il m'a dit on l'a pas vu. Vous voyez, donc on l'a pas vu, c'était dans le projet de loi Barnier, et c'est resté. Donc comme une scorie, et maintenant ils s'aperçoivent que ça grille. Donc pour revenir au fond de votre question, c'est une question très importante et qui n'est pas celle de la France uniquement. Le sujet de ce qu'on appelle l'État profond, c'est un concept qui est lié aux États-Unis, le Deep State, qui est la constatation que les politiques édictent des principes, des orientations, mais à côté du politique, il y a la vision permanente de ceux qui sont aux affaires, et qui, aux affaires, là, pour le coup, publiques, et qui, indépendamment de ce que peut dire le politique, ont des politiques de moyen et de long terme. Ça a été pendant des années le complexe militaro-industriel américain qui faisait la politique des États-Unis. Bien, nous, on a aussi ce deep state, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'administration à impulser des politiques qui ne sont pas portées par les ministres, et qui sont, lorsque le ministre n'est pas compétent, il s'en empare et il les porte au détriment de toute réalité. Donc ce sujet est un sujet majeur. Comment il a été résolu dans d'autres pays? Il a été résolu par les changements qui interviennent à chaque alternance politique. Chez nous, c'est la présidentielle et la législative. Les législatives. C'est ce qu'on appelle le spoil system. Le spoil system, il existe aux États-Unis, mais il existe dans d'autres pays. Au Brésil, par exemple, lorsque le président l'emporte, eh bien, ceux qui sont au poste de direction dans l'administration sortent et sont remplacés par des gens qui partagent les vues du politique qui arrive au pouvoir. Ça permet des avantages. Un, c'est très intéressant parce que ça donne aux politiques la capacité à agir parce qu'il a dans l'administration des gens qui partagent ses vues. Et
Et donc ça rend la gouvernance beaucoup plus fluide. Mais nous avons un sujet majeur en France qui existe depuis la libération et qui s'appelle la neutralité de la fonction publique. Neutralité qui n'en est pas une. Parce que chacun a ses idées politiques et cette neutralité, elle est un affichage, mais elle ne résiste pas à l'introspection de chacune et de chacun et à ses options. Mais cette neutralité de la fonction publique, elle fait qu'elle rend difficile l'imposition d'un spoil system tel que je viens de le décrire, parce que il n'y a aucune raison, puisqu'ils sont neutres, de vouloir en changer au fur et à mesure des alternances. Donc nous avons un sujet de la réforme de la fonction publique, et c'est un sujet très, très lourd et qu'il faut là aussi peser. Moi, je suis à titre personnel favorable à un changement des directions d'administration centrale tous les 5 ans, en fonction des choix qui sont proposés aux Français. Et je pense que ce serait mieux. Et puis, ça amoindrirait ce que je disais sur l'annonce de politiques qui sont décidées à côté des politiques publiques portées par le gouvernement, l'exécutif. Donc, mais j'avoue que ça n'est pas encore à l'ordre du jour chez nous. Allez-y. Parlez fort. Soit il n'y a pas de micro sans fil. Ah. Je vais vous poser une question de défense. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe et je dirais de notre défense globale par rapport à il y a des menaces nouvelles qui sont vis-à-vis de l'Est, l'Union soviétique, excusez-moi, la Russie. Un des caractéristiques de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de réel gouvernement et il n'y a pas donc de réel chef qui puisse décider. Une des questions fondamentales, c'est la puissance nucléaire que nous avons, que la France a, que les Français ont payé et on le veulent. Est-ce que le commandement du feu nucléaire serait dégagé à l'Europe? Je vais répondre parce que c'est une question majeure. Non. À titre personnel, et je suis sûr que vous avez mon avis, le feu nucléaire doit rester l'apanage de la France. Par contre, tout ce qui concerne l'appareil de défense classique, les industries d'armement, le nécessaire réarmement de notre pays et de notre continent européen doit être beaucoup mieux mutualisé pour faire en sorte qu'on voit émerger une force qui soit une force européenne de défense qui puisse se comparer aux menaces dont on voit bien qu'elles ne sont pas factices. Par contre, ce qui est sûr, et vous l'avez peut-être vu, c'est que les Anglais, nos amis anglais, depuis qu'ils sont sortis, ils voudraient bien re-rentrer, mais pas vraiment. Donc c'est compliqué, mais sur la défense, par exemple, on verrait très bien, et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui, le fait que les deux puissances nucléaires que sont la France et l'Angleterre puissent soit se mettre d'accord sur un engagement commun ou pas. En tout cas, il y a là quelque chose sur lequel il faut être attentif compte tenu de la volonté de l'Angleterre de revenir sur le plan de la défense à une vision européenne. Vous savez, ils sont très marqués par l'Ukraine, les Anglais, beaucoup plus que nous. Ils sont très pro-ukrainiens. C'est certainement la nation qui fait le plus d'efforts, y compris en matière de formation, pour la défense de la démocratie et de la nation ukrainienne telle qu'elle est aujourd'hui agressée par la Russie. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte, et je pense que la menace russe, elle est aussi un puissant levier pour faire en sorte que l'Europe émerge un peu plus. Pas que dans la défense.
mais aussi, comme je le disais, en matière de gouvernance, vous avez raison de le dire, et en matière d'une gouvernance qui soit enfin efficace. Voilà, puis après on va descendre la salle. Non, on va faire comme ça. Il n'oubliera personne. Merci beaucoup. Très intéressant. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je pourrais essayer de répondre. C'est passionnant, mais sur la question de la gouvernance. Alors sur les fonctionnaires, juste petite remarque qui m'intéresse aussi, votre éclairage, c'est que c'est vrai que la neutralité de la fonction publique, c'est une forme de frein. Mais néanmoins, quand on vient vers les extrêmes, c'est aussi une sécurité, parce que de cette manière, elle reste un peu neutre. Ça peut aussi fait d'avoir après des engagements politiques un petit peu radicaux, trop radicaux. Sur la question de la gouvernance, vous avez parlé de la réforme des institutions, je pense, un petit peu. Alors, moi, ça m'intéresserait d'avoir un peu votre avis là-dessus, parce que certes, on peut toujours dire que la Ve République elle est un peu usée, un peu fatiguée, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas plutôt face à une situation où ce sont les politiques en fait, qui sont usés par manque d'idées, par manque de conviction, par manque de sérieux de notre travail, plutôt que les institutions? On a une tendance en France à vouloir à chaque fois imaginer que le droit va résoudre nos problèmes. Je ne suis pas sûr en fait, que ce soit vraiment le cas avec les institutions. Les institutions sont assez plastiques. Et en fait, il me semble que les hommes qui incarnent en fait, les institutions et les font fonctionner d'une certaine manière peuvent très bien les faire fonctionner assez mieux à droite d'une certaine manière. Donc est-ce que c'est vraiment un enjeu aujourd'hui d'envisager ce type de réforme qui est assez compliqué à mettre en œuvre, de faire des débats un peu stériles, alors que d'une certaine manière on a ici peut-être des enjeux vraiment de formation, de futurs responsables politiques qui seraient capables effectivement de porter un vrai discours et ensuite eux-mêmes d'incarner après la politique qu'ils ont envie de mener. Et la dernière point sur laquelle aussi j'aimerais vous interroger, c'est dans toute cette présentation et tous les sujets que vous avez évoqués, est-ce qu'on pourrait voir aussi sentir un peu plus la liberté, mais vous voyez pas simplement comme le socle en fait, du projet, parce qu'on voit bien quand on connaît un petit peu ce sujet, mais vous voyez comme une ambition, un élan, une transformation, ce que ça peut impliquer aussi en termes de responsabilité derrière pour les gens, d'avenir ouvert, dans un moment sclérosé aussi en France. Et je crois que le vrai programme important de l'État, c'est quand même qu'il s'appuie sur ce principe de base qui est la liberté. Et ça, c'est quelque chose dont personne ne parle vraiment. Et à force de décliner en mesures, vous voyez, on perd le sens en fait de tout ça. Les mesures, c'est bien parce que ça va effectivement donner des choses consistantes, mais à part tous les gens qui sont un peu dans la vie, etc., il y a tout un peuple à convaincre. Il faut quand même leur donner quelque chose à une force. Merci pour ces deux questions qui sont très intéressantes aussi. Sur la première, qui sont les institutions, vous avez remarqué que j'ai été prudent. J'ai dit toucher à la Constitution avec des mains tremblantes, j'ai repris la formule de Montesquieu, parce que ça peut bousculer un équilibre. Aujourd'hui, cet équilibre existe-t-il? La question qu'il faut se poser, à l'évidence suivante. On a dérivé, la Ve République a dérivé vers un pouvoir présidentiel qui fait que tout se décide aujourd'hui à l'Élysée. C'est un praticien qui le dit. C'est pas, cette dérive, je l'avais déjà constatée sous Nicolas Sarkozy. Je l'avais déjà constaté quand j'étais au gouvernement. Parce que moi, j'avais eu la chance de fréquenter un cabinet ministériel il y a quelques années, puisque j'étais chef de cabinet de la Madeleine à l'industrie. Et nous étions en cohabitation. Et donc, on avait l'interdiction de s'adresser à l'Élysée. Et donc, le chef du gouvernement était l'interlocuteur. Et tous les arbitrages qu'on appelle les bleus, parce qu'ils ont une couleur bleue, ce sont les relevés de décision qui sont très à Matignon. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il y a une décision à prendre, elle est forcément interministérielle. C'est-à-dire qu'elle nécessite la concertation avec un certain nombre de ministres, de représentants du ministre, et tout se passe à Matignon. C'est-à-dire que l'appareil de décision, il est à Matignon, il n'est pas à l'Élysée. Et lorsque j'ai été au gouvernement, j'ai constaté que les arbitrages qui étaient faits au niveau du cabinet de François Fillon, à Matignon, nécessitaient un ultime arbitrage qui se passait à l'Élysée. Il y avait déjà cette tentation de concentrer la décision gouvernementale
à l'Élysée, ce qui n'est pas dans la Constitution et ce qui n'est pas prévu dans la Constitution. Ça m'a gêné. Ça m'a gêné parce que moi j'étais classique, donc je demandais au Premier ministre des arbitrages, il me les donnait ou pas, mais après j'ai vite rapidement constaté que le pouvoir se déportait de l'autre côté de la scène. Donc Sarkozy a peu à peu fait en sorte que le pouvoir soit de plus en plus concentré à l'Élysée. Et ça a induit une sorte de biais dont on a vu les effets après. Parce que François Fillon était chef du gouvernement, ça se disfaisait peu de cette situation qui n'était pas conforme à la Constitution de la Ve. Je dois dire que Macron a accentué les défauts de Nicolas Sarkozy en matière de gouvernance. C'est peut-être pour ça qu'ils s'entendent bien, ou plus exactement, qu'ils s'entendaient bien, parce que j'ai cru comprendre que c'était plus tellement le cas. Mais c'est un sujet qui est un sujet majeur. Et moi, ce que je pense, c'est que le pouvoir du président de la République, eh bien, il doit aujourd'hui se frotter à une revalorisation du rôle du Parlement. J'appelle de mes voeux. Ce n'est pas l'Assemblée ingouvernable et totalement ridicule, caricaturale que l'on constate malheureusement et qui accentue encore la distance avec des publics, avec ce spectacle. Mais le Parlement n'a pas assez de pouvoir, notamment dans ses fonctions de contrôle du gouvernement. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. En fait, je sens que la Constitution permet tout ça. En fait, c'est juste le fonctionnement. Mais si elle le permet, eh ben, il faudra faire en sorte que ça se fasse. Parce que c'est assez insupportable. Oui, mais le pouvoir, vous connaissez cette phrase du philosophe Alain, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est élu, et Dieu sait s'il faut avoir un caractère bien trempé pour pouvoir se présenter à la présidence de la République française. Il faut vraiment être d'une trempe assez différente de chacune et de chacun d'entre nous. Et moi, ça n'a jamais traversé l'esprit. Donc, et lorsque l'on gagne, eh bien, il y a une sorte de dérive mécanique où le vainqueur veut asseoir son pouvoir et décider. Comme nous sommes déjà dans une vision assez étatique des choses, eh bien cette dérive, elle a eu lieu depuis maintenant quelques quinquennats. Donc ce que je souhaite, c'est que les fonctions de contrôle de l'action gouvernementale soient revalorisées, que le Parlement puisse jouer son rôle, parce que tout le monde l'oublie, mais le Parlement contrôle l'action du gouvernement, en principe. C'est même écrit dans la Constitution, ce qui ne fait absolument pas, et c'est bien dommage. Encore faut-il, bien sûr, qu'il y ait une sorte de contrat de législature qui lie l'exécutif et le législatif, ou en tout cas une sorte d'équilibre des pouvoirs qui permettent à chacune et à chacun d'être borné, parce que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. C'est un des principes de la démocratie, et c'est rien ainsi. Le deuxième sujet, très important, mais je l'ai rappelé, mais vous ne m'avez pas écouté. Je l'ai dit. C'est au fond de notre projet, c'est ça. Simplement, je pense que c'est un de ceux en France qui a porté le plus haut la problématique des libertés, et je trouve qu'aujourd'hui, on étouffe. On étouffe, et c'est toute je dirais, le caractère fort de David que de le dire et de le constater et de vouloir lutter contre cet étouffement progressif de nos libertés qui mène à la servitude. Parce que l'État, là je ne fais plus de personnalisation, l'État a une tendance naturelle à étendre son pouvoir, surtout en France. Et ce pouvoir, aujourd'hui, il s'insinue par tous les ports
de la vie de tous les jours. Mais toujours pour de bonnes raisons. Alors pour votre santé, on va faire ci, pour éviter que vous soyez malade de telle manière, on va faire ça. Et ça aboutit à une embolie de la vie et à une extinction progressive de nos libertés que l'homme ne peut pas supporter. Donc moi, je crains à un moment la révolte qui immanquablement viendra de gens qui ne supporteront plus la tutelle que fait peser l'État, le gouvernement, l'appareil public sur nos concitoyens. Et c'est pour s'en prémunir qu'il faut, vous avez raison, prêcher pour cette liberté. Nos concitoyens le sentent. Ils sentent bien que peu à peu, on les emmerde pour tout et n'importe quoi, et ils ont de plus en plus de mal à le supporter. Et c'est à nous d'élargir la sphère des libertés individuelles et voire collectives en faisant maigrir les injonctions de l'État là où il n'a pas sa place. Et cette place de l'État a pris aujourd'hui une expansion contre laquelle il faut absolument lutter. Ça, c'est de la philosophie, mais ça se traduit par des chiffres. Et c'est les chiffres de dépenses publiques que je rappelais tout à l'heure et qui plombent aujourd'hui notre capacité d'indépendance et d'autonomie. Même dans le fonctionnement du mouvement aujourd'hui, pour amener à des choses très pratiques, j'ai pas besoin d'autorisation du siège ou de je ne sais qui pour organiser. Au contraire. Dans notre mode de fonctionnement, on est très autonome, on est très libre. Voilà, il nous demande juste de faire un maximum pour... moi, ma mission, c'est faire connaître le plus possible David Lisnard, le plus possible Nouvelle Énergie au niveau des Yvelines et avoir le plus d'adhérents possible. Voilà. Mais avec une totale autonomie, une totale liberté. Donc même dans notre fonction, dans notre mode de fonctionnement, c'est pas un truc pyramidal. Et c'est écrit de toute façon, c'est quelque chose de très important dont parler lors des vœux, mais aussi lors du séminaire. Voilà, moi, mon projet ne sera pas négociable. Je ne suis pas à la recherche d'un poste, je ne suis pas à la recherche d'un poste de ministre pour avoir des points en retraite de ministre. D'autant plus qu'il n'y a pas de retraite de ministre. Voilà. C'était pour la symbolique, c'est pour bien comprendre. C'est pour bien comprendre. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est sur notre projet et on est libre. Et on ne va pas aller négocier quoi que ce soit. On est sur des lignes et ça fait partie des valeurs. Parce que on va tout faire pour que David Lisnard soit en situation de pouvoir manager la France, gouverner la France. Mais à partir du moment où on a des lignes directrices et un ADN très fort, qui ne sont pas négociables, il peut arriver une guerre, il peut arriver tout un tas de sujets qui ne deviendront pas des excuses pour faire le contraire de ce qu'on a décidé de faire avant. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Les valeurs, elles sont là. Et on en est imprégné, dans notre mode de fonctionnement. C'est à toi la question. Je t'ai pas oublié, on va balayer après. Il faut qu'on ait juste au bout de la salle. Il nous reste 25 minutes. Je viens de lui voler 3 minutes. Juste pour prolonger la question par rapport au pouvoir du Parlement, pour lui donner plus de pouvoir, il faut l'utiliser. Donc il faut avoir comme en Angleterre un équivalent de la Cour des comptes, mais à disposition purement du Parlement, qui lui donne des études à réaliser, des chiffrages, et qui soient différents de la Cour des comptes, différents de l'inspection des finances, et qui travaille sur à la fois du temps court, moyen et long. Et voilà. Et actuellement là-bas, et d'ailleurs on n'a aussi par ailleurs aucun ministre ou Premier ministre qui parle des comptes rendus de la Cour des comptes en disant exactement ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire, pourquoi. Donc beaucoup d'organismes qui existent déjà, mais qui finalement produisent des synthèses les ministres ne lisent, mais ne rendent pas compte par la suite. Ça c'est premier remarque. Deuxième constat, aux questions, si vous voulez diminuer l'empreinte de l'État sur ses missions, qui ne sont pas forcément à conserver, il faut pouvoir faire bouger les gens, les muter, ceux qui exercent ces missions qu'on va arrêter de réaliser, pour lesquels on va mettre une délégation de service public, il faut les faire bouger dans d'autres ministères. Or, c'est très compliqué administrativement de faire bouger des personnes d'un ministère à l'autre. Il faut créer un modèle de compétences commun, avec des filières métiers. Je peux regarder plus concis pour... Oui, pardon. Ouais. Donc, est-ce que vous avez prévu le prochain, ce sera question
dirais que vous avez prévu de mettre en place cette matrice de compétences, un référentiel commun donc, de ces compétences, une sorte de DRH centralisé avec un identifiant unique de fonctionnaires. Ça permet aussi de réfléchir aussi aux primes, pour rationaliser pour qu'on puisse bouger d'un ministère à l'autre sans contrainte. Voilà. Un peu comme ce qu'on fait chez Capgemini. Pour le coup. Je travaille chez Capgemini, il y a un leadership modèle partagé et des filières métiers. Et voilà. Bon, la première question, c'est une question, remarque, une question qui est fondamentale, que dont je me suis aperçu, c'est l'absence d'évaluation de la part de l'Assemblée des propositions qui sont faites en son sein. C'est un sujet majeur, que j'ai vraiment constaté. J'étais rapporteur de la commission d'enquête, j'étais parlementaire sur les 35 heures, sur la réduction du temps de travail. Et ce qui a sauté aux yeux tout de suite, donc ça c'était dans les années 2002, 2003, déjà presque 20 ans, ce qui a sauté aux yeux, c'est qu'il n'y avait eu aucune évaluation ex-ante de les conséquences de la réduction du temps de travail décidée par le gouvernement de Lionel Jospin. Et depuis cette date, donc depuis 20 ans, je plaide pour la création de ce qu'on appelle les études d'impact. Alors, les études d'impact, dans les années 2004-2005, François Fillon a mis une obligation d'études d'impact. Sauf qu'il a confié les études d'impact à l'administration qui préparait la loi en question. Donc moi, c'était pratique. Moi, je suis arrivé au gouvernement, je faisais des lois, et puis je disais à l'administration, n'oubliez pas l'étude d'impact favorable que vous devez annexer à mon projet de loi. Mais sauf que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Et ce manque aujourd'hui en France d'études d'impact indépendantes est un des facteurs majeurs de lois imparfaites, inadaptées ou inutiles, voire nuisibles. Et donc ma proposition, elle est bien sûr de doter le Parlement d'une procédure d'évaluation des propositions, des projets de loi qui sont les plus importants qui sont portés, et de mettre fin à cette étude d'impact par l'administration des textes proposés. Simplement, ma proposition, elle se fait à coût constant. Je ne veux pas de dépenses supplémentaires liées à un organisme indépendant qui sera payé en plus. Donc ma proposition, elle est simple. Vous avez un organisme qui s'appelle la Cour des comptes, qui est indépendant. Philippe Séguin, et j'avais assisté au débat, Philippe Séguin avait farouchement défendu l'indépendance par rapport à l'exécutif de la Cour des comptes. Moi, ce que je souhaite, et ce que je propose, c'est que la Cour des comptes, elle est chargée d'évaluer les actions publiques, les actions des ministères, avec, comme vous l'avez relevé, le succès partiel de ces recommandations. Mais imaginez qu'on spécialise une juridiction de la Cour des comptes dans l'évaluation des mesures proposées au Parlement pour les plus importantes des projets de loi, voire des propositions quand elles sont stratégiques, on aurait déjà tout de suite une capacité à juger du bien fondé. Et donc il y aurait beaucoup de textes qui renonceraient à être portés dès lors que la Cour des comptes, sans dépenses supplémentaires, mais en spécialisant un certain nombre de ces magistrats, jugerait l'évaluation et évaluerait les textes proposés. Elle le fait a posteriori, pourquoi ne le ferait-elle pas a priori? Il y a l'autre texte. Oui, alors lui, il est encore moins lu. J'ai vu le président il y a 2 jours. C'est un type très bien, il est chez l'Islam, du reste. Il s'appelle le sénateur Pied-Noir, c'est un sénateur du Maine-et-Loire. Il est très bien, mais c'est fait pour être lu par des chercheurs. Et puis on est là sur des sujets qui ne sont pas généraux, mais qui tiennent aux choix scientifiques et technologiques. Mais c'est un sujet majeur. Vous avez eu raison de poser cette question parce que ça éviterait de dire des bêtises et de faire voter des lois idiotes ou des lois contre-productives. Voilà. Imaginez
on pourrait s'économiser beaucoup de temps si on évaluait les propositions de LFI, par exemple. Bon, c'est sûr que ça ferait mal. Mais voilà. Alors maintenant, sur votre proposition d'un DRH public, c'est la proposition qu'a fait David lors des vœux, pour pallier ces difficultés de passage d'un corps à l'autre, de fonctionnaires qui sont formés de manière cloisonnée et qui ne peuvent pas ensuite aller dans un autre ministère. Il y a un sujet qui vous n'avez pas abordé, mais qui est le sujet, vous fonctionnez à périmètre constant. Moi, je suis contre le fait qu'on fonctionne à périmètre constant. Je pense qu'il y a beaucoup d'économies qui peuvent être faites à partir d'externalisation de missions qui peuvent être faites par d'autres. Et donc, ça nécessite que, peu à peu, le droit commun du contrat privé soit utilisé dans un certain nombre de cas pour que, une fois qu'on ne remplace pas un fonctionnaire particulier, qu'on fonctionne et qu'on le remplace par un CDI classique. Voilà. C'est comme ça que beaucoup de pays ont réformé leur État et que peu à peu l'ont fait maigrir en ayant des délégations de services publics avec des contrats de droit privé qui vont là aussi amoindrir le coût pour l'État de cette fonction publique pléthorique. Ça ne résout pas le problème que vous avez indiqué, qui est le problème de la multiplication des corps et du fait qu'une fonctionnaire, même si il y a des problèmes, fonctionnaires qui travaillent au ministère de la Défense puissent pas forcément aller travailler au ministère de l'Équipement parce que c'est pas la même concours en gros, qui a été mené. Donc ce travail, moi je regrette que aucun ministre de la réforme publique ne l'ait commencé en se contentant les uns et les autres de négocier avec les syndicats pour la revalorisation de la compagnie sans essayant de la freiner. Bon, si c'est ça, le job du ministre de la fonction publique, c'est pas pour moi le job qu'il faut. On avait un ministre qui voulait se plaire, il s'appelait Casbarian, mais il a été rapidement dégagé, vous avez remarqué. Il n'a pas fait l'enfeu dès lors qu'il a dit il faut faire maigrir la fonction publique et les fonctionnaires, il y en a trop, et ainsi de suite. Bon, on a dit au revoir, monsieur. Question courte, après là. Je privilégie la droite, je suis désolé. Hein? Une question là, il y a... Et après, je vous abandonne parce qu'il ne faut pas que je loupe ces news. On m'a dit 9h. Ouais. Il reste un quart d'heure. Hein. Non, parce que j'ai mon chauffeur, je ne veux pas qu'il s'endorme. Hein. Bonsoir, je vais rester rapide dans ma ligne. Moi, je vais parler du logement. C'est mon domaine professionnel et on n'est pas passé dessus encore. Pourtant, c'est un domaine qui touche le côté économique. C'est le premier poste de dépense des ménages et ça a une forte influence ensuite sur le côté démographique. On sait que c'est très difficile pour les couples d'avoir des enfants s'ils ne peuvent pas se loger correctement avec un volume suffisant. On a des exemples qui nous viennent par exemple d'outre-Atlantique de gestion du foncier qui montrent par exemple dans des villes comme Austin ou dans d'autres villes comme ça une chute des prix du foncier parce qu'on a une gestion du foncier qui est totalement libéralisée, contrairement à des États comme la Californie ou l'État de New York qui sont très français dans leur gestion du foncier. C'est très compliqué de pouvoir construire. Et donc la question c'est est-ce qu'on peut mettre en place cette réforme-là du droit du foncier et aussi un point de vue fiscal, tous les impôts fonciers qu'on a aujourd'hui pénalisent la construction parce que ça taxe le bâti. Alors qu'il faudrait au contraire taxer le foncier qui est en rareté. On ne peut pas s'étendre, la France est limitée, et donc passer à une taxe sur la valeur foncière, non pas sur la valeur du bâti comme on peut l'avoir aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que ça fait partie des axes de travail? C'est un sujet très important et très délicat. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de propositions qui viennent de n'importe quelle partie de l'arc politique sur le logement. Pourquoi? Parce que c'est un échec majeur depuis des décennies. La crise qu'on constate aujourd'hui, qui est dans cette crise aiguë, ma famille est architecte, donc je connais par cœur. Je complète juste, c'est une réforme à 0 € pour l'État,
mais qui rapporterait des milliards aux Français. Je veux reprendre d'abord ce que je disais sur notre incapacité à fournir un logement. On a des excuses, parce que dans le même temps, le couple que vous décrivez, il existe de moins en moins. Il existe de moins en moins. Les familles monoparentales, aujourd'hui, pèsent de manière très lourde dans le poids de toutes les familles, et donc ça induit des besoins en logement qui sont encore plus importants, avec parfois des revenus plus faibles. Donc ça pose le problème de toute la politique sociale de l'habitat, et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on règle le problème avec des primes qu'on connaît depuis des lustres et qui ne fonctionnent plus. À telle enseigne que ces primes sont peu à peu abandonnées, mais ça contribue encore à faire baisser, à accroître la crise économique. Je suis sensible à ce que vous dites parce que j'ai des discussions privées où on vous donne en exemple un nombre de pays dans lesquels le foncier est beaucoup plus disponible que chez nous. C'est clair. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de libérer du foncier à travers une réforme qui permettrait de faire baisser ces prix? En tout cas, moi je le souhaite. J'ai été convaincu, non pas par vous, mais ma femme, avec laquelle je vis depuis quand même pas mal de temps. Donc, elle m'a cité des exemples anglais, et on ne peut pas grimper. Bien sûr. Le seul moyen, c'est de faire de l'offre, et on ne peut pas faire cette offre. D'un autre côté, vous avez toute l'embolie du logement social, qui fait que beaucoup de gens demeurent dans ce qui devait être des logements pour bas revenus, et que toute l'architecture du logement social en France est embolisée, parce qu'il n'y a aucune fluidité dans le parc. Enfin, c'est à la marge, mais c'est une des difficultés qu'on ne sait pas résoudre, parce que comme justement il y a peu de foncier disponible, on construit peu. Si en plus il y a un blocage dans les occupations des logements en question, qui sont déjà construits, ça renforce encore la crise. Donc moi je suis très preneur de toute réflexion de ce type. Je connais parfaitement, enfin moins que vous, parce que je ne suis pas dans cette branche, mais je connais bien cette réflexion sur le foncier par rapport au bâti. Je suis tout à fait prêt à écouter dès lors qu'on aura achevé notre réflexion sur ça. Interviendra par madame. Oui. Finir par vous, madame. Hein? Juste après, oui. Je gère le temps, vous inquiétez pas. Bonsoir et merci pour votre participation avec nous ce soir. Deux questions très courtes. Une sur le crédit impôt recherche. Je viens de me faire voir, il y avait une question. Non, je t'avais dit. Très court. Le crédit impôt recherche, il coûte 7 milliards à l'État. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le toiletter un peu? Mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés en fait, qui deviennent rentables en faisant des dossiers bien ficelés qui n'ont rien d'innovant. Ma deuxième question, c'est une question sur la gouvernance. De la même manière que vous avez évoqué le DRH de l'État, je pense qu'il faudrait un DSI de l'État, comme dans toute entreprise. Sur le crédit impôt recherche, comme c'est moi qui l'ai mis en place dans sa version simplifiée, il existait auparavant, mais il était affreusement compliqué et il donnait droit à des contrôles du fisc. À chaque fois qu'il y avait une autorisation ou une utilisation par les entrepreneurs du crédit impôt recherche, je l'ai radicalement simplifié quand je suis arrivé à Bercy. Maintenant, il est juste basé sur un critère qui est le critère de la quantité de dépenses de recherche et de développement. Et sur cette quantité de dépenses de recherche et de développement, on applique un abattement qui s'appelle le crédit impôt recherche. Il coûte cher. Mais aujourd'hui, c'est l'instrument le plus puissant qu'on ait pour favoriser la recherche et le développement. C'est l'instrument le plus puissant de tous les pays membres de l'OCDE. Et j'en suis assez fier. Qu'il y ait des dérives. Je ne veux pas qu'on légifère sur des dérives. Je pense que ce crédit impôt recherche, si on l'édulcore, on va encore perdre une incitation. Vous savez que ce crédit impôt recherche, il permet
aux entreprises étrangères d'implanter leur siège, d'implanter des laboratoires, parce que le crédit impôt recherche vient d'être un puissant levier pour ces installations. Donc si on commence à le modifier, je pense qu'il y a un risque. D'autant plus que ces milliards d'euros, il y a là un toilettage, comme vous dites, qui est fait dans le budget. Là. Donc vous allez voir que c'est pas si simple. Il y a plusieurs centaines de millions d'euros qui vont revenir dans la caisse de l'État. Et la vraie question que vous posez, c'est est-ce que je peux tolérer des dérives dans ce crédit impôt recherche? Il y en a certainement. Mais si je le rabote de manière trop importante pour faire revenir dans le tonneau des Danaïdes du déficit public ces crédits-là, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je considère qu'on a tellement d'économies à faire ailleurs que sur cette niche fiscale qu'on pourrait s'éviter de toiletter, ce qui veut dire amoindrir les incitations en matière de R&D. Deuxième sujet, le sujet du DSI. Je suis d'accord pour qu'il y ait un DSI. Je me méfie du Big Brother. Vous savez, la tentation à Bercy, c'est la centralisation et le Big Brother en matière de collecte, en matière de contrôle, et il faut se méfier de l'opérateur unique, du guichet unique qui vient s'ajouter aux autres guichets, mais qui n'est pas unique parce qu'on n'a pas supprimé les guichets précédents. Bref, il y a cette... donc, si vous me dites, le DSI, on va faire en sorte qu'on n'interconnecte pas tout et qu'il n'y ait pas un seul point... Voilà, je veux bien, mais... C'était aussi une manière de reprendre le contrôle sur des dossiers régaliens. Je pense aux télécoms en particulier. Aujourd'hui, il y a une administration indépendante qui s'appelle l'ARCEP, qui applique des directives européennes, et l'État ne fait plus rien. Enfin, il a abandonné ses prérogatives dans le domaine au détriment oui, mais ça ne nous a pas échappé que ce secteur est entièrement concurrentiel aujourd'hui et qu'on n'ait plus autant de France Télécom. Moi, j'ai vécu la privatisation de France Télécom. Honnêtement, qui peut dire aujourd'hui que c'était mieux avant? On a des tarifs qui ont continuellement baissé. On a aujourd'hui divers opérateurs. On peut choisir, le consommateur choisit, alors qu'il y ait des imperfections, mais je veux bien l'entendre, hein. Mais entre un système centralisé qu'on avait auparavant et l'ouverture à la concurrence, je préfère toujours l'ouverture à la concurrence. Madame, juste pour répondre, par rapport à ce que vous dites dans le ministère aussi, c'est avoir moins de bureaucrates, plus de gens sur le terrain, ça permettrait dans le cadre de la crédit impôt recherche, d'avoir des gens qui contrôlent. Juste contrôler, mais pas rajouter des règles, parce qu'on est spécialiste en France pour... On va prendre des lois pour 2 ou 3 de skis entre guillemets. Madame. Merci. Vous parliez tout à l'heure du toilettage des lois et en particulier du code de l'environnement. Tous nos codes, effectivement, ont été multipliés par 10. Mais concrètement, comment est-ce que vous pouvez faire alors qu'on sait qu'à chaque toilettage, on a en fait des lois qui s'ajoutent? On a eu des lois de simplification partout, dans tous les sens. Et ça ne simplifie jamais, ça devient compliqué. Toujours. Donc, comment est-ce que concrètement vous pouvez faire, sachant qu'en plus, c'est pas le gouvernement qui peut tout décider. Vous avez le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation, le Conseil d'État qui vont rajouter une interprétation là-dessus. Donc, comment est-ce que concrètement vous pensez pouvoir réaliser quelque chose? C'est une très bonne question. Et on est arrivé à un point où il faut envisager de faire plutôt que de parler aujourd'hui. Parce que je ne vais pas vous énumérer les expériences de simplification qui ont été menées, y compris dans le gouvernement dans lequel j'appartenais, où il y avait un commissaire à la simplification. M. Fillon avait décidé, pas la meilleure de ses décisions, de nommer un commissaire à la simplification qui appartenait au Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est celui qui fait les normes. Et donc, on confiait le soin de simplifier à quelqu'un qui a passé sa vie à normer. Donc, c'était déjà mort. Ensuite, on a mis des commissions de simplification. On s'est attaché à vouloir faire disparaître le stock de normes.
C'est-à-dire qu'on avait donc il y avait même, quand je suis arrivé à Bercy, il y avait même une direction qui était chargée de ça, qui avait confié à un cabinet le soin de voir comment on pouvait diminuer le stock de normes. Elle a été dissoute, la direction. Ça a été un redoutable échec. Moi, je suis parti, et ça fait 15 ans que je propose ça, d'une constatation simple, qui est que nous ne devons pas nous préoccuper outre mesure du stock. Ce qu'il faut, c'est diminuer le flux. C'est comme quand vous avez une baignoire qui fuit, avec un robinet qui continue à couler. Si vous écopez, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est réparer le robinet et éviter donc le flux nouveau. Alors pour ça, il y a différents moyens. D'abord, il faut savoir que 50% des lois françaises sont d'origine européenne par des directives et autres. Donc le problème, c'est de transposer nos directives européennes de la manière la plus favorable à nos producteurs. Ce qu'on ne fait pas systématiquement, on fait l'inverse. Je pourrais vous donner multiples exemples par l'agriculture, notamment, où la seule transposition des directives européennes rend fou les agriculteurs. De la même manière, nous avons le code de consommation le plus protecteur de toute l'Europe, à cause des transcriptions que nous mettons toujours au niveau maximal. Et quand vous êtes protégé à un niveau, après c'est de la surprotection, et ça n'a aucun intérêt. Donc ce que je propose, et je l'avais suggéré à Nicolas Sarkozy qui l'a repris, mais ça n'a eu aucun effet d'exécution, c'est la suppression de normes anciennes, existantes, quand vous créez une nouvelle norme. C'est très contraignant. Dans le secteur de la norme, c'est-à-dire que le code de la construction, si vous supprimez, si vous créez une nouvelle norme, il faut supprimer des normes. Si on avait fait ça sur les normes écologiques, on n'en serait pas là où on en est. Donc cette contrainte, alors je la propose depuis 20 ans. Elle a été posée par une circulaire d'Édouard Philippe. Quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une circulaire pour dire on supprime, si vous voulez créer une nouvelle norme, une loi ou un règlement, une circulaire, vous devez... Le directeur général des entreprises à Bercy m'a dit que ça avait tenu 3 mois. Puis ça a été abandonné parce que c'est très difficile. Mais il faut de la volonté politique et c'est la deuxième proposition que je fais, de la remettre au bout du jour et de la placer au niveau soit constitutionnel, soit d'une loi organique pour lui donner une force qui sera importante. Et la troisième proposition, c'est celle que j'ai faite à notre avis, c'est de créer un organisme indépendant, soit en spécialisant la juridiction de la Cour des comptes, ce qui serait quand même la meilleure des choses sans dépenses supplémentaires, pour pouvoir évaluer les normes, les lois existantes et ou à créer, et faire en sorte que on puisse dire ça c'est inutile, ça c'est redondant, ça c'est nuisible, et ce serait bien ainsi. Donc vous voyez la simplification, aujourd'hui c'est de l'exécution. C'est plus du discours, et j'ai quelques propositions que David Rester reprend, qui sont celles que je vous disais. Je vais être obligé de vous laisser. Je sais qu'il y a beaucoup de... Vous serez obligé de revenir aux prochaines réunions, monsieur. Je transmettrai uniquement si vous revenez, mais vos questions à Hervé Novelli. Non, ce que vous devez aller faire, c'est essentiel pour des millions et des millions de Français qui bossent le matin. Et donc, c'était des débats passionnants. Merci pour toutes vos questions, votre participation.